facteurs qui influencent ce problème de malnutrition. C'est cela qu'apporte l'économie sociale et familiale comme différence, de regarder l'individu en tant que tel et dans son environnement en fonction de tout ce qui est socio-institutionnel, ce qui est technologique, de pouvoir utiliser toutes les ressources, combiner toutes les ressources pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent à l'individu, à la famille, et à toute la communauté. Et surtout de plus en plus aujourd'hui où, avec les changements, les mutations sociales et autres, on ne peut plus se cantonner seulement à s'occuper aux problèmes ménagers. Il faut s'occuper aussi de tous les facteurs d'influence de l'extérieur qui ont une incidence et une grosse influence sur le développement et le fonctionnement de nos familles. Marie-Louise Wandji, épouse Mwafo, vous êtes conseillère en économie sociale et familiale et accessoirement, vous êtes la présidente d'une association au service du développement qui s'appelle ACE-SFCA. De quoi s'agit-il? ACE-SFCA, comme vous dites, c'est l'association des conseillers en économie sociale et familiale du Cameroun. C'est une association qui a été créée en mai 1992 et qui a 6 antennes actuellement. Après 12 ans, nous avons essentiellement évalué quels sont les problèmes de notre branche de formation au niveau du Cameroun. Bien que nous coordonnons, nous animons l'Afrique francophone, nous sommes le point focal de la Fédération internationale pour l'économie familiale. Donc au niveau du Cameroun, nous avons recensé un certain nombre de problèmes et j'ai déjà évoqué un tout à l'heure où on a rebaptisé l'enseignement ménager sans mettre en place toutes les mesures d'accompagnement qui devraient changer, la formation des formateurs et la politique même de formation. Peut-être l'occasion d'évoquer les autres problèmes? Oui, justement, en ce qui concerne la politique de formation en économie sociale et familiale, elle est encore uniquement adressée aux filles. En fait, on a fait une analyse du document de politique. En général, quand il s'agit de la réflexion ou des gens qui ont travaillé pour l'orientation, pour les contenus, on dit clairement c'est des hommes. Mais quand il s'agit maintenant de l'exécution, des apprenants, on parle plus des filles et des femmes. Ce qui fait que très souvent, seul le genre féminin est évoqué et à certains moments très précis. On va vous cantonner dans les activités maternantes de vie quotidienne, des activités de reproduction sociale qui par ailleurs sont le lot quotidien de notre... Qui ne sont pas moins importants quand même. Qui ne sont pas moins importants puisque par rapport à ce que nous faisons dans notre projet d'appui à l'intégration du genre dans l'économie sociale et familiale au Cameroun, quand nous réunissons les hommes et les femmes, nous évoquons exactement ce qui se passe actuellement dans la formation et on demande aux hommes et aux femmes quelle est la partie qu'il faut annuler. Tous sont d'accord que tout est important, mais néanmoins, aucun homme ne s'engage à pouvoir faire ce qu'on fait faire aux filles. Et parmi les filles ou les femmes, les enseignantes d'économie sociale et familiale, quand on leur donne dans les ateliers le choix de rester dans ces activités, toutes souhaiteraient faire autre chose que ces activités dans lesquelles on les confine, quoi. C'est un ghetto en fait, de faire juste les activités maternantes qui sont essentiellement non productives parce qu'il n'y a pas de plus-value. Et c'est à ça d'ailleurs qu'un de nos projets voudrait s'ouvrir pour introduire le concept de l'auto-emploi ou le concept de l'entrepreneuriat ou de la culture d'entreprise dans l'enseignement de l'économie sociale et familiale. Oui, à l'intérieur de cette association, justement, vous développez un projet d'appui à l'intégration du genre dans l'enseignement de l'économie sociale et familiale au Cameroun. Pourquoi cette approche et quels sont les ingrédients que vous voulez mettre dans ce projet? Ce projet, nous saisissons d'ailleurs l'occasion pour remercier le Fonds Genre et Développement de l'ambassade du Canada au Cameroun qui nous a appuyés tout le long de la première phase. En fait, ce projet vise essentiellement à faire comprendre au niveau institutionnel dans la politique de formation que aujourd'hui cette formation ne devrait pas être adressée uniquement aux filles. Et nous avons eu plusieurs étapes. La première phase dans son ensemble a consisté à faire des actions de plaidoyer auprès des responsables de la chaîne de décision du ministère de l'enseignement secondaire. Vous avez l'impression d'avoir été entendu? Nous avons été entendus et le ministre des enseignements secondaires est très ouvert par rapport à cette problématique et nous avons proposé d'ailleurs des programmes rendus complètement
sensibles au genre. Au ministère, nous avons organisé des séminaires de formation. Et c'est le ministre qui a fait des lettres pour demander aux inspectrices de cette branche de suivre la formation. L'attitude favorable, je veux bien, mais concrètement, cela se traduirait par quoi? Vous aimeriez voir quoi? Que non seulement que les tâches maternantes soient enseignées également aux hommes dans les lycées et les collèges, mais que dans les domiciles également, que les hommes s'occupent de ces tâches? Tout à fait, je n'avais pas terminé. C'est vrai qu'ils sont ouverts pour l'ensemble, mais il y a encore des résistances et il y a quand même beaucoup de résistances. Hein. Mais nous nous y employons, nous sommes dans un processus de plaidoyer. Il ne faut jamais se décourager, ça prend toujours du temps. Et pour en revenir à ce que nous attendons, les séminaires qui ont été faits, je vous signale que nous avons formé parmi les 71 participants que nous avons formés dans la chaîne des décisions, comme j'ai dit, il y avait 15 hommes. Et tous, au départ, sont un peu sceptiques, mais à la fin des formations, ils deviennent nos ambassadeurs systématiquement. Parmi eux, il y a même des inspecteurs hommes des autres branches de l'enseignement technique. Parce que forcément, aujourd'hui aussi, la problématique de genre n'intéresse pas seulement l'économie sociale et familiale, mais elle est plus accentuée chez nous. Donc, une des résolutions qui est sortie de notre formation, c'est que la politique de formation sur la spécialité économie sociale et familiale soit officiellement ouverte aux garçons et aux filles. Quand nous le disons, des fois on nous dit non, c'est pas fermé, ça n'a pas été. En fait, c'est que il faut que tous les documents soient rendus sensibles aux gens, les documents de politique, les documents qui donnent l'orientation. Parce que même les parents sont quelquefois réticents de laisser leurs enfants s'inscrire dans ces branches parce que l'opinion publique, depuis l'histoire de la branche, confine cette branche aux filles. Comme je disais, les hommes qui ont même suivi la formation, à la fin de la formation, ont fait les plans, ce que nous appelons plans d'action personnelle. Et généralement, après avoir été convaincus du pourquoi, de l'intérêt à ouvrir cette formation et aux garçons et aux filles, ils ont parfois pris des engagements pour qu'autour d'eux, ils puissent être des personnes qui vont promouvoir cette ouverture que nous sollicitons. Et je vais même aller plus loin en vous disant que l'économie sociale et familiale, peut-être c'est le nom qui gêne. Parce que quand vous regardez ce qui est fait, même dans certains documents ou dans certains projets aujourd'hui, ce n'est plus ni moins que l'économie sociale et familiale. Quand vous entendez projet éducation à la vie familiale, éducation en matière de population, quand vous regardez les contenus, ce n'est plus ni moins que l'économie sociale et familiale, puisqu'on apprend aux jeunes à gérer leur vie quotidienne. À l'UNICEF, il y a même un document qui dit Daily Life Skill. Et quand vous regardez le fond, c'est que chaque enfant, garçon ou fille, sache, bien, obtienne les outils qui lui permettent de gérer le quotidien, parce qu'on ne peut pas seulement... Savoir pour les hommes, savoir faire la cuisine. Savoir faire bien aux activités du ménage à la maison, parce qu'ils sont souvent des personnes à côté de ce qui se passe dans la maison. Ils font partie prenante d'une maison, mais seulement quand il s'agit... Sans jamais y participer, ou alors participer seulement quand il s'agit des activités d'intérêt hautement stratégique pour eux. Et ils oublient même... C'est-à-dire... Par exemple, le loisir, de sortir, à la sortie même de son boulot, d'aller causer avec les amis, de lire, d'aller à la bibliothèque et même de partager une boisson, de se rencontrer avec des amis autour d'une boisson. Tout ceci le met dans les conditions qui lui permettent d'entreprendre autre chose avec sérénité, parce que là, il s'est distrait, il s'est relaxé. C'est la même chose avec le petit garçon qui, à la sortie de l'école, il joue, il va jouer au ballon, la petite fille rentre à la maison pour continuer aux tâches ménagères. Et lui, le garçon, quand il revient, il s'est relaxé à la sortie de l'école. Il a rencontré des amis et quand il arrive à la maison, il est requinqué, par exemple, pour se remettre à ses études, à ses devoirs. Et la petite fille va sortir de la cuisine ou du ménage qu'elle a fait, elle va se mettre aussi au devoir, mais les résultats attendus ne seront pas les mêmes, parce qu'il y a un qui est dans la disponibilité d'esprit pour bien faire ses devoirs, pendant que l'autre, elle est là pour continuer dans la lancée des devoirs et redevoirs.
sont emportés avec beaucoup de passion, mais aussi beaucoup d'espoir. Mais est-ce que vous pensez que l'introduction de l'approche genre dans les programmes scolaires pourront faire évoluer les mentalités et autant que vous l'espérez? Tout à fait, parce qu'il y a déjà l'impact que cette introduction, je dis officielle, c'est-à-dire d'écrire, comme on dit, l'élève qui fait la spécialité mécanique est attendu qu'au bout de sa formation, il puisse faire telle ou telle activité. Quand on écrit dans ce domaine, qu'on dise que l'élève ou l'apprenant et l'apprenante, garçon ou fille, ceci, ça donne une reconnaissance déjà par rapport à cette branche de formation. Que la reconnaissance suffit si jamais les mentalités ne changent pas? Non, c'est déjà un départ parce que nous avons déjà fait quand même le tour du Cameroun. Vous arrivez dans certaines régions où on vous dit « Ah, il y a tel jeune homme qui voulait s'inscrire en ESF. » Les parents ont refusé. Quand c'est déjà reconnu officiellement, il y a déjà un certain encouragement. Et que aussi on puisse multiplier les séminaires pour dire c'est quoi le genre. Parce que les hommes ont souvent cru que le genre, c'est un combat contre eux. En fait, nous ne pouvons même pas faire le genre s'il n'y a pas d'hommes. C'est pas intéressant parce qu'il faut qu'on comprenne qu'on fait tous partie d'une société. Il s'agit d'étudier les relations entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qu'on gagne à faire la spécialité? Dans l'intérêt personnel, l'intérêt de la famille, l'intérêt même du développement de ce pays, parce que en enfermant certains dans un ghetto, on perd beaucoup d'un certain potentiel qu'on ne met pas en valeur. Vous avez ébauché une énumération des différentes étapes qui sont contenues dans ce projet d'appui à l'intégration du genre dans l'enseignement de l'économie sociale et familiale au Cameroun. Après les actions de plaidoyer, vous êtes rendu à quel niveau? Nous sommes rendus à la première phase du plaidoyer parce que le plaidoyer, c'est un processus, il ne s'arrête pas. C'est vrai que pour l'instant, on a beaucoup d'encouragement. Dans la chaîne de décision, il y a beaucoup de personnes qui sont réceptives, des personnes, des responsables, je veux dire, des décideurs qui sont réceptifs. Mais il reste à concrètement changer les programmes. Ça se traduira par une réécriture des programmes scolaires? Nous avons déjà fait une mouture qu'on a proposée. On ne change pas les contenus. On visite tout simplement. On revisite et on essaie de rédiger de manière à ce que tout le monde comprenne que les programmes sont adressés aux garçons et aux filles. Et en ce qui concerne les livres, les manuels qui sont utilisés, vous avez des manuels qui à 100% sont adressés aux filles. Mais pourtant, quand on quitte déjà le milieu familial où on nous confine, les garçons qui font même certaines matières qui sont souvent réservées aux filles. Quand ils sont hors de la famille, ils sont chefs cuisiniers, ils sont restaurateurs, ils sont cordon bleu, et on va masculiniser les titres et les fonctions parce qu'ils vont arriver là. Pourtant, ils font des activités qu'on nous réserve quand on est dans la famille. Nous ne faisons pas des activités productives quand on reste dans la famille. Et nul ne saurait penser qu'on demande de les payer, mais au moins qu'on reconnaisse, qu'on évalue ce que ça représenterait, ne serait-ce que pour comprendre qu'est-ce que la mère de famille qui n'a pas d'activité génératrice de revenus, qu'est-ce qu'elle vaut en termes financiers, puisque tout c'est financier aujourd'hui, on assiste à la financiarisation de tout et de tout. C'est pour ça que nous estimons que... Il est temps qu'on prenne en compte le travail de la maman au foyer. Tout à fait. Il est temps qu'on prenne en compte ce travail et qu'on donne à la femme sa place. Et qu'on reconnaisse cette place, qu'on la valorise. Pour le valoriser, donc, il y a plusieurs stratégies à mettre en place, entre autres. Ces formations où on enferme les filles, justement, pour leur donner de quoi fonctionner en famille, qu'on puisse l'ouvrir, parce que personne n'accepte de la supprimer, vu l'importance. Donc, si on n'accepte pas de la supprimer, donc elle a une importance. Quelle est sa valeur? Si on veut, en termes financiers, qu'on évalue financièrement ce que ça vaut et qu'on l'ouvre donc aux garçons et aux filles du potentiel que les filles peuvent avoir, qu'on essaye de les laisser s'exprimer. Quand on les enferme et que l'opinion ne les encourage pas, elles développent des complexes. Disons que nous sommes dans un moule. On prend la femme où elle se trouve. Elle est déjà adulte, elle est déjà formatée, c'est le vrai mot, pour agir tel qu'elle le fait. Souvent on reproche que oui, j'ai d'ailleurs suivi de temps en temps à la CRTV, même hier ou avant-hier, il y avait un débat sur est-ce que les femmes sont prêtes, est-ce qu'elles sont prêtes. Non,
elles peuvent ne pas être prêtes, mais elles font déjà beaucoup pour pouvoir accéder à certains niveaux. Mais seulement, on a toute cette éducation depuis la grossesse, parce que il faut revisiter tout. Les gens s'arrêtent à, oui, tu as tel diplôme, pourquoi est-ce que tu ne postules pas? J'ai entendu la journaliste qui disait, non, être sous-préfet ne l'intéresse pas encore maintenant. Mais en fait, c'est qu'elle ne peut pas quitter tout ce qu'elle a reçu depuis l'enfance. Ça ne se quitte pas du jour au lendemain. C'est pour ça que c'est au niveau de l'éducation et dès la base, dès l'éducation dans la famille que les choses doivent être faites. Si on veut attendre un résultat, parce que les hommes le disent ironiquement, hein, mais en fait, ils ne comprennent pas qu'on a un background qui nous suit et qui ne nous permet pas parfois d'agir. Et on a la culture, on a parfois la religion aussi, avec cette mauvaise interprétation de la religion, je dis, et qui fait qu'une femme, même quand elle aura des ambitions, elle a même du potentiel. D'abord, on ne l'aide pas à exprimer ce potentiel. Forcément, elle-même parfois ne se rend pas compte de la place qu'elle devrait occuper si on avait développé tous ses potentiels. Mais elle sait qu'elle doit faire la popote, elle doit faire ci, elle doit faire ça. C'est pas sur cette femme même qu'il faut attendre vraiment les résultats par rapport au poste, par rapport au niveau qu'il faut avoir. Mais néanmoins, pour celles qui sont déjà dans la mouvance, il faut les aider, il faut amplifier, il faut les... Oui, en définitive, vous pensez que l'institutionnalisation de l'équilibre du genre devra passer par les enseignements scolaires? Absolument. C'est d'ailleurs par là que tout doit commencer. C'est l'éducation. Je vais vous dire déjà un effet de notre projet dont nous avons parlé. Une enseignante, une des inspectrices qui va dans sa région et qui travaille avec des enseignantes même de l'enseignement général. Il y a un outil, l'outil le plus simple, c'est l'emploi du temps quotidien. Alors, elle a fait faire dans une classe mixte aux garçons et aux filles de présenter, les garçons présentent leur emploi du temps de la journée sur 24 heures, les filles présentent de l'heure. Alors, les garçons ont crié dans la salle, des petits garçons de l'école primaire ont crié dans la salle, ah, vous les filles, vous faites tout ça? Parce qu'ils se sont rendus que eux, c'est les jeux, c'est le livre, c'est l'école, ils n'arrivaient pas même à mettre même des activités qui seraient des activités de vie quotidienne à la maison. C'est pour vous dire que c'est à ce niveau. Et quand ils réagissent, quand vous leur demandez si ta sœur travaille autant, c'est qu'elle ne pourra jamais s'épanouir, elle ne pourra jamais exprimer tout le potentiel. Et quand vous touchez la sœur ou la fille, parce que quand on travaille avec les hommes adultes, il faut parler de sa fille. Tout parent, tout le monde veut que sa fille soit quelque chose. On a été même dans un groupe où les mamans ont dit, nous voulons notre fille qu'elle soit Chantal Bia. C'est significatif. C'est-à-dire qu'elle veut voir sa fille au top, mais quand on lui dit, fais l'emploi du temps de ta fille, comment tu occupes ta fille, elle se rend compte que sa fille a même très peu de temps pour étudier ses leçons, très peu de temps pour faire ses devoirs. Et c'est là-dessus qu'il faut agir. On présente souvent certains résultats. Les hommes croient que oui, on veut les dégager. Non, il s'agit de les mettre là, qu'ensemble, on regarde. Qu'est-ce que ma fille, quand je dis ma fille, je parle de leur fille ou de leur sœur ou de leur nièce dans la famille. Parce que souvent quand ils parlent d'une autre femme, en général, ils la voient comme une étrangère et c'est différent. Alors que quand on le remet sur sa fille, le raisonnement n'est jamais le même. Puisque tout parent qui veut que sa fille aille en mariage ou qui veut que sa fille entre dans sa vie professionnelle, lui souhaite le bonheur. Et quand on souhaite le bonheur, on met en route les stratégies qu'il faut pour qu'elle atteigne ce bonheur. Je vous remercie. Merci. Bien, merci. Nous disons merci à Madeleine même pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous allons nous séparer puisqu'il est 18 h dans une minute. Retenez quand même que le ministre de l'Éducation de base décide d'une ouverture d'un concours d'entrée dans les écoles normales d'instituteurs de l'enseignement général session 2007. Ce concours est réservé aux jeunes Camerounais de deux sexes âgés de 17 ans au moins et de 32 ans au plus au 1er janvier 2007. Le concours va se dérouler le 7 août 2007 et la fermeture des dossiers le vendredi 29 juin 2007. La lecture de cette décision sera donnée dans nos tranches d'animation de façon intégrale. Nous allons nous séparer. Guy Mathieu Guélé est toujours à la mise en onde, Françoise Ndende à la régie d'antenne, René Nan au standard, Vincent Ngono à la régie des studios, Philomène Mangon à la permanence micro, moi-même, Blandine Ohanangwa. Et il est 18 h.